À la une ce soir, épisode 3 de notre série consacrée au transport de Martinique. Les navettes maritimes permettent de relier depuis 40 ans les 3 îlets à Fort-de-France. Depuis 7 mois, la desserte Fort-de-France-Casse-Pilote s'est rajoutée aux rotations et les usagers en sont satisfaits. Le torchon brûle entre les deux pôles de l'Université des Antilles. Les élus de Martinique ont refusé de siéger au conseil d'administration qui se tenait en Guadeloupe. Ils protestent contre le manque d'autonomie laissé par le président. Les égouts de Saint-Plus débordent d'une situation qui devient récurrente dans le bourg de la commune. L'assainissement est une compétence de l'Espace Sud et le maire durcit le ton pour obtenir des travaux. Enfin, nous parlerons également de choses qui sentent bon avec un restaurant ouvert à Paris tenu par 2 Martiniquais. Ils se sont associés à la plus jeune chef étoilée de France pour tenter de décrocher leur propre étoile dans leur établissement. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec le 3e épisode de notre série consacrée au transport en Martinique. Zoom ce soir sur les navettes maritimes qui assurent des rotations entre les 3 îlets et Fort-de-France depuis une quarantaine d'années. En plus, depuis un peu plus de 7 mois, une autre rotation a été remise au goût du jour après des années de suspension. Fort-de-France Casse-Pilote, une offre qui rencontre de plus en plus de succès. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. À la gare maritime de Fort-de-France, les rotations des navettes depuis les 3 îlets s'enchaînent à un rythme effréné. 7 bateaux, dont 4 ajoutés à la flotte en 2016, transportent des centaines de personnes à chaque voyage. Badauds, riverains ou travailleurs, chacun y trouve son compte. Pour moi, c'est super. Pourquoi ? Parce que les taxis font perdre du temps aux gens dans le taxi à 2 heures, on ne peut pas partir, et tandis que quand c'est rempli, ça part très vite. Quand je me déplace vers Fort-de-France, puis je monte vers la Volga, comme j'ai une maison là, ça m'évite de faire le tour. Ça me permet de sortir, voilà, j'ai vu. Ce sont des enfants que je dépose pour leur grand-mère, pour qu'ils puissent aller donc au sport cet après-midi. Parce qu'elle habite aux 3 îlets, que c'est plus pratique par rapport aux embouteillages, donc voilà. Charles est mécanicien sur l'une des vedettes. Depuis 20 ans à bord, il a vu le transport évoluer. Il y a beaucoup plus de gens parce que les embouteillages, pour ne pas prendre l'embouteillage, il faut partir depuis 5 h du matin. Et le soir, il faut, quand vous descendez à Fort-de-France, il faut partir 5 h du matin. Le soir, il faut partir à Fort-de-France au moins 19 h pour ne pas le reprendre parce que l'embouteillage, c'est suicidaire en Martinique. De l'autre côté du ponton de l'embarcadère, la petite nouvelle, c'est la vedette qui relie désormais Fort-de-France à Casse-Pilote. Des rotations chaque demi-heure, 25 minutes de trajet pour 2,80 €. À bord, principalement des pilotins. Pour beaucoup, ce nouveau service est le bienvenu. Parce qu'on attend un peu plus longtemps le taxico et la navette, il y a des heures fixes. Donc si on a quelque chose à faire, on peut calculer son temps sur la navette. Là, j'ai un problème de voiture quand même. Alors j'ai pris la navette, que je trouve lui très bien, qui va très vite, déjà par rapport à la voiture, embouteillage et tout. Alors donc c'est un système de voyage que j'apprécie beaucoup. C'est très bien. Et l'équipage est agréable et c'est agréable de voyager en bateau, ça permet de se détendre. La nouvelle desserte a été inaugurée en grande pompe en juin 2017 par Alfred Marie-Jeanne. Un lancement plusieurs fois reporté. La rotation permet aujourd'hui de désenclaver davantage les communes du Nord. Même si les débuts sont timides, une centaine de personnes transportées chaque jour. Pour Patrick, le capitaine, la nouvelle liaison pourrait offrir de nouvelles perspectives. Les gens commencent à comprendre que la navette a du bon. C'est un gain de temps. Ce qui serait vraiment bien, c'est de faire un Saint-Pierre Fort-de-France, en passant par Bellefontaine et éventuellement Chalcher. Ça devait être déjà plus développé depuis longtemps, mais par rapport aux taxis et à l'administration, c'est un peu long. Mais on est entouré d'eau, effectivement, c'est ce qu'il faut pour la Martinique, pour désengorger les routes éventuellement. Pour l'heure, la nouvelle desserte est surtout une alternative aux transports terrestres peu nombreux dans le Grand Nord. Seuls 2 taxis collectifs font les rotations vers Fort-de-France. Chaque année, les vedettes tropicales permettent à 500 000 personnes de se déplacer.
Dans le reste de l'actualité, les parents d'élèves du lycée professionnel agricole du Robert se sont mobilisés ce matin pour protester contre les mauvaises conditions de travail de leurs enfants. Un nouveau mouvement d'humeur après celui de novembre dernier, très rapidement suspendu après un échange avec la conseillère exécutive en charge de l'éducation, Sylvia Seyed-Soutane. Les parents attendent maintenant une réponse aux problèmes dénoncés, à savoir la fermeture de la cuisine pédagogique et la vétusté du matériel. Voyez les précisions recueillies par Loïc Régis. En fin d'année, c'est pas sûr qu'il y a une section qui risque de ne pas passer leur examen parce que la cuisine d'application où ils étudient n'est pas aux normes, a été fermée. Donc ce qu'on demande, c'est de nous donner un plan B pour que les élèves puissent étudier. Donc le plan B, on le connaît déjà. Il y a 3 propositions qui ont été faites. Soit de faire monter une cuisine mobile, soit que les élèves iront étudier à la cuisine d'application du collège 3 du Robert, ou encore les élèves iront au lycée professionnel du François. Donc on attend que les propositions soient faites, que la proposition soit retenue. Donc là maintenant, la balle est entre les mains de la CTM et du proviseur. Donc il y a un petit chat croisé qui est en train de se jouer. Donc nous, on essaie de trouver la meilleure solution pour que les élèves puissent avoir la cuisine très rapidement, avant la fin du mois. Autre malaise dans l'éducation, mais chez les plus grands cette fois-ci. La situation du campus des Antilles semble se dégrader de plus en plus. Nouvel exemple, hier, plusieurs élus du pôle Martinique ont refusé de siéger au conseil d'administration qui se tenait en Guadeloupe. Un signe fort pour protester contre le fonctionnement du président, accusé de ne pas respecter l'autonomie des 2 pôles. Voyez ce reportage de Loïc Régis. Décidée depuis juin 2015, l'autonomie des pôles semble pourtant avoir du mal à se mettre en place au sein de l'Université des Antilles. La fraction martiniquaise s'estime lésée. Pour manifester leur mécontentement, 3/4 des membres du conseil d'administration ont refusé de siéger hier en Guadeloupe. Malheureusement, il n'y a pas de dialogue. Nous ne sommes pas au courant lorsque nous faisons des remarques, même lorsque ça traite par exemple l'affaire Sérigna, on demande qu'est-ce qui se passe alors que c'est au mois de février que certains pourraient revenir. Où en est-on? Nous n'avons pas de réponse. Donc n'ayant pas de réponse sur différents dossiers, voyant comment on cherche à infantiliser le pôle Martinique, nous avions décidé, dans la majorité des membres de la Martinique, de ne pas nous rendre en Guadeloupe. Mais il ne s'agit pas du tout d'une politique de la chaise vide, parce que malgré les difficultés, depuis plus d'1 an, nous essayons de discuter, seulement nous souhaitons simplement que la loi soit respectée. Un malaise qui n'est pas nouveau et la situation régresse. Nouvelle directive de la présidence de l'UA, un contrôle plus strict des dépenses effectué par le campus de Schellcher, une mesure qui compliquera le fonctionnement de l'établissement. Le président m'a donc transmis un courriel avec un arrêté qui abrogeait la totalité de mes délégations de signature et qui ensuite a été remplacé une petite heure après par un arrêté qui incluait une délégation de signature en matière financière avec un plafond de 5 000 €. Ce qui veut dire que je ne peux engager une dépense pour le pôle Martinique au-delà de 5 000 €. Et donc, vous savez, avec un budget de plus d'1 million d'euros, ça veut dire effectivement que dès qu'il faudra que je paye une facture, qu'il faut demander la permission à la Guadeloupe. Cette décision de Stas Janqui, président de l'Université des Antilles, pose problème. Au-delà de l'aspect économique, elle va à l'encontre des lois sur l'autonomie des pôles. C'est une véritable mise sous tutelle du pôle Martinique qui est complètement illégale. Le président ne respecte pas la loi parce que le vice-président de pôle est ordonnateur des recettes et des dépenses. Et on régresse même au-delà de l'Université des Antilles. Les vice-présidents de pôle ont toujours, à ma connaissance, pu exécuter leur budget à hauteur des fonds qui leur étaient attribués. Une cohabitation difficile sur le plan administratif entre le campus de Fouillol et celui de Schellcher. Nous avons tenté de joindre le secrétariat du président de l'Université des Antilles, sans succès. Des égouts qui débordent, une odeur très désagréable, des clients qui fuient, une situation qui devient de plus en plus fréquente au bourg de Sainte-Luce. Des travaux avaient pourtant été entrepris pour résoudre le problème, mais ont été abandonnés en cours de route. La compétence dépend de l'Espace Sud et le maire Nicaise Monrose durcit le ton pour trouver une solution pour sa commune. Voyez les explications de Johan Boulard. C'est l'une des causes de ces odeurs nauséabondes. Un regard engorgé qui laisse entrevoir une eau stagnante et souillée. À quelques pas de là,
elle se jette directement dans la mer. Pour Serge, marin-pêcheur, impossible de travailler dans de telles conditions. Pas nettoyer poisson là, parce que il y a de l'eau qui descend là, soit même tomber en dîner ou pour la pour Jean-Luc peut aller chercher bateau là. Là, il finit par aller chercher bateau là, il a fait attention pour ne pas mouiller pied. Et pour cause, le système d'évacuation est vieux de 30 ans et connaît régulièrement des casses. Alain, lui, facteur, sillonne quotidiennement le bourg. Alors pendant ses tournées, il regarde où poser le pied. Au détour d'un trottoir, on peut carrément tomber sur des matières fécales qui débordent justement des égouts. Des nuisances répétitives qui impactent directement les riverains, notamment les commerces avoisinants. Depuis 2 ans, le chiffre d'affaires baisse par rapport aux égouts. De toutes les façons, la bouche d'égout qui est à côté de nous et aussi les trous là qui sont là et qui dégagent beaucoup d'odeur. Qui repousse cette clientèle qui malheureusement se trouve dans des conditions désagréables et qui a tout de suite envie de repartir et non pas entrer dans mon commerce. Face à la récurrence du phénomène, la municipalité a durci le ton envers l'autorité responsable de l'assainissement. L'Espace Sud. Nous leur avons demandé de prendre leurs responsabilités et de procéder aux réparations nécessaires pour que la situation sanitaire du bourg de Sainte-Luce soit réglée du point de vue des eaux usées. Après la première mise en demeure, ils nous ont adressé un courrier en nous disant on va pouvoir réparer le bourg de Sainte-Luce si vous favorisez le raccordement de Rivière-Pilote. Aucunement une forme de chantage selon l'Espace Sud, qui soutient que ce raccordement favoriserait des rentrées financières. Le fait de ne pas pouvoir mettre en service ne permet pas d'avoir les recettes financières pour la gestion normale du service. L'Espace Sud fonctionnerait à perte avec des dépenses annuelles de 8 millions contre 3 millions encaissés. Cependant, des travaux avaient tout de même été engagés quant au réseau lycéen depuis peu stoppé net. L'entreprise qui était chargée de réhabiliter entièrement ce tronçon a mal estimé le volume et du coup s'est arrêtée en plein travaux. Nous l'avons mis en demeure et elle doit reprendre les travaux et les finaliser dans une dizaine de jours. Les lycéens peuvent espérer voir le bout du tunnel, mais au regard des finances de l'Espace Sud et de la vétusté des réseaux des communes de l'agglomération, on peut imaginer que ce cas ne restera pas longtemps isolé. Leadership et ouverture économique vers le Canada. Une manifestation organisée demain matin par la mission locale du Nord. Il s'agira de présenter une formation destinée aux chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise. Pour en parler, nous recevons un patron leader qui a réussi et qui participe à la formation. Bruni Surin, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la formation proposée permet de savoir comment devenir un bon leader. Il s'agit d'une formation sur plusieurs mois. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment devenir un bon leader? Ben, écoute, un bon leader, d'ailleurs, moi, je ne peux pas dire que je suis un bon leader. On dit que je suis un bon leader parce qu'il y a eu des preuves. J'ai parti une entreprise, ça fait maintenant pratiquement 12 ans. J'ai une firme de vêtements de sport. Donc, tous les éléments, tous les outils que j'ai appris dans le sport, c'est ça que je mets en pratique aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de donner plusieurs formations justement à l'Institut de leadership à Montréal. Il y a eu plusieurs jeunes de la mission locale de Martinique qui sont venus à Montréal, que j'ai eu la chance de leur parler, de partager mon parcours, de leur coacher. Et on encourage plus les jeunes encore à suivre ce programme parce qu'ils peuvent vraiment tirer de beaucoup de bénéfices. Alors, comment on reconnaît un bon leader? Pour moi, un bon leader, ça va être quelqu'un qui peut influencer son équipe. Ça va être quelqu'un que dans toutes les situations qui va être, comme entrepreneur, on peut être dans une situation qui est très difficile. Si on arrive, par exemple, au boulot et on n'a pas confiance en soi, ça va transmettre un message négatif à l'équipe. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui va trouver les solutions à n'importe quelle situation qu'on se trouve. C'est quelqu'un qui va faire passer son message pour arriver d'un point A à B et arriver à destination. Très bien. Et il faut que l'équipe soit heureuse de venir travailler, j'imagine. Il faut que l'équipe soit heureuse de venir au travail. Il faut qu'il y ait un bon esprit d'équipe aussi. Parce que pour moi, il n'y a aucun succès qui se fait seul. Il faut avoir une équipe. Il y a des fois des gens qui vont dire « Ah ben, je peux pas retrouver les ressources ». Moi, je dis toujours aux gens,
Pour trouver les ressources, on peut les trouver. Il s'agit d'être très motivé. Il faut faire du réseautage. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais pas un sou. On disait que j'allais pas réussir. On disait que j'avais pas d'argent pour faire des camps d'entraînement, mais j'ai été frappé aux portes. Il faut faire le premier pas, et c'est la même chose en affaires. Quand j'ai terminé ma carrière, les gens disaient « Ah, ben tout le monde te connaît. » Parce que vous avez été un grand sportif, il faut le préciser. Oui, j'étais champion olympique. Oui. Et il y a plusieurs personnes qui me disaient « Bon, ben écoute, puisque tu es champion olympique, tout ce que tu vas faire, ça va être facile. » C'est pas facile. Il y a eu des situations, un moment donné, des fois, tu dors presque pas parce que tu as le stress, mais je peux pas me permettre d'arriver, exemple, au bureau. Même avec le stress, des fois, ça va mal. Je peux pas transmettre ce message-là à l'équipe. Donc, pour moi, c'est ça un vrai leader. Et c'est ça qu'on veut, c'est l'une des facettes qu'on veut enseigner, surtout aux jeunes, parce que c'est la relève. Hein. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. J'espère que j'ai une de mes filles... Vous avez encore une belle carrière. J'ai encore une belle carrière, oui. Fini, hein. Mais on veut que les jeunes viennent plus en entrepreneuriat. Donc, c'est ça qu'on encourage les jeunes martiniquais à venir au Canada, à Montréal, pour avoir cet enseignement-là. Et ça s'apprend à devenir un bon leader ou il faut déjà avoir un caractère de leader? Est-ce que quelqu'un qui est plutôt introverti peut devenir, grâce à cette formation, un bon leader, un bon manager? Ça peut avoir une influence. C'est sûr que des fois, il y a des gens qui se disent oh, « je ne pense pas que je pourrais être un entrepreneur », mais en voyant des entrepreneurs, bon, je fais partie de l'Institut de leadership à Montréal. Il y a d'autres grands entrepreneurs. Moi, j'ai été inspiré par des entrepreneurs. Et ça m'a motivé. Donc, c'est la même chose qu'on veut transmettre aux jeunes. Le jeune, peut-être, des fois, il va avoir moins confiance. Il va peut-être se dire que je ne peux pas être un leader. Mais en voyant ces gens-là, ils vont être inspirés. Ils vont être inspirés à leurs histoires parce que nous, on leur dit, eux aussi peuvent le faire. Donc, il faut croire en ses rêves. Exactement. La manifestation de demain permettra de présenter la formation. Ouais. Dites-nous quelques mots de cette formation. Il va avoir justement celui qui est responsable de l'Institut de leadership à Montréal qui va présenter le projet, faire la promotion du programme. Moi, je vais être là pour présenter mon parcours en tant qu'athlète, ancien athlète, et aujourd'hui comme entrepreneur. Et j'ajoute que cette manifestation est ouverte à tous. Est ouverte à tous à partir de 8h30 demain matin. Très bien, merci à vous merci d'avoir répondu à nos questions. Beaucoup. Et j'ajoute également que dans l'après-midi, 5 jeunes créateurs d'entreprises qui ont participé à la précédente formation recevront leur diplôme de certification en leadership et habilité de direction, une cérémonie de récompense qui aura lieu à la CTM. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons aux prêcheurs où les marins-pêcheurs de la commune font grise mine. Si les coulées de boue font l'affaire des commerçants avec les nombreux curieux qui se rendent sur place, en revanche, la qualité de l'eau de mer se dégrade. Et puis nous parlerons du retour de Francky Vincent qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Son projet de reprendre les plus beaux tubes de Johnny Hallyday en a choqué plus d'un. Mais avant, partons à Paris, où 2 jeunes Martiniquais se lancent dans un projet très ambitieux, décrocher une étoile pour le restaurant qu'ils viennent d'ouvrir. Ils se sont alliés à la plus jeune chef étoilée de France en ouvrant 2 établissements presque mitoyens. L'un s'appelle Baïta, qui veut dire bisou en patois niçois, et l'autre s'appelle Beau, qui veut dire, vous le savez, bisou en créole. Une association de culture et de saveurs qui pourrait payer. Voyez ce reportage de notre correspondant Éric Dupuis. Déjà, au niveau des banquettes, on va en mettre une là. Là ouais. Entre Grégory, le chef de salle, Sébastien et Julia, les patrons de la cuisine, les discussions vont bon train. Ils travaillent ensemble depuis 5 ans dans la restauration haut de gamme. Mais à partir d'aujourd'hui, ils volent de leurs propres ailes. D'ailleurs, j'ai reçu la nouvelle fresque. Ah ouais ? Et avant de se remettre au fourneau, il faut bien faire la déco. C'est une fresque qui nous représente, sans que ça soit vraiment nous. On est un peu dans la caricature au niveau des personnages qu'il y a au milieu, au centre, le nom du restaurant, et plein d'éléments qui caractérisent notre enfance, notre vécu et ce qu'on aime dans la vie. C'est-à-dire que poissons et fruits de mer, parce qu'on vient d'une île, nous, elle est niçoise, donc proche de la mer. Évidemment, à Paris, difficile d'avoir un restaurant au bord de l'eau. Alors après des mois de recherche, c'est dans ce local du 5e arrondissement de Paris, qui peut accueillir jusqu'à 40 couverts, qu'ils ont finalement jeté leur dévolu. Je suis venu manger incognito dans l'ancienne structure. Et dès que je suis rentré, j'ai senti une espèce de magie. Je me suis senti tout de suite un peu comme à la maison. Une maison qui nécessite un sacré investissement de temps
et d'argent. Pour le rentabiliser au plus vite, il compte bien sur le palmarès de la chef, déjà étoilée au prestigieux guide Michelin il y a 2 ans. J'ai été la plus jeune chef étoilée de France, donc on ne va pas nous faire de cadeaux. Notre objectif à moi et Sébastien cette année, c'est de faire un an merveilleux et qu'il passe 2-3 fois tant qu'il le souhaite et qu'en 2019, on ait notre étoile et cette fois, ça sera vraiment la nôtre. Pour reconquérir ce Graal, la carte fera la part belle à la cuisine méditerranéenne. Mais pas question pour les 2 autres associés antillais de délaisser leur origine caribéenne. Et pour déguster de fins mets créoles, il ne faudra pas aller bien loin. Ici, on est à 50 mètres de Baïeta. On rentre dans la Caraïbe avec un autre univers. On est sur le principe d'un restaurant à amuse-bouche où on vient découvrir une cuisine un peu plus épicée. On a de fortes influences caribéennes. Beau ne sera ouvert qu'en soirée, contrairement à Baïeta qui honorera 2 services quotidiens. Ouverture prévue des 2 établissements d'ici la fin du mois de février. Direction la Guyane maintenant avec un atelier proposé à des jeunes dans le cadre des Assises de l'Outre-mer. Un concours d'écriture organisé par l'association Labo des Histoires. Il s'agit de donner la parole à la jeunesse ultramarine. Voyez ce reportage de Gaël Wassim. À quelques encablures de Saint-Georges-de-l'Oyapock, le village de Trois-Palétuviers. 200 habitants et une renommée au-delà des rives du fleuve qui a emmené l'association Les Labos des Histoires à y faire une halte. On a été choisi un petit peu, c'est pas tout à fait par hasard, puisqu'on avait participé à un concours d'écriture qui était lié au Petit Prince, puisque Thomas Pesquet avait emmené le Petit Prince dans l'espace. Il avait fait déjà un genre de laboratoire d'écriture et on avait participé, comme à beaucoup de programmes proposés par le spatial, on avait participé à ce concours d'écriture. Et ma foi, les suites, eh bien, c'est que quand il y a eu l'épisode numéro 2, le laboratoire des histoires, le mégaphone magique, on nous l'a proposé, on l'a bien sûr accepté. Dans ce petit coin de paradis, des idées ingénieuses ont vu le jour, à l'image de la bibliobourrette, pour inciter les habitants du village à la lecture. De plus en plus, on s'aperçoit que le verbe, tout ce qui est un petit peu l'écrit, prend de plus en plus d'importance. Ici, on est dans une zone où l'écrit n'a pas toujours eu de l'importance, l'écrit n'a pas toujours existé. Des histoires comme le mégaphone magique, ben justement, il y a un côté magique qui va permettre à l'enfant de progresser, mais de progresser ensemble, au sein d'une classe, au sein d'un groupe, et on va le restituer ensemble au sein d'un village, lors de la nuit de la lecture. Donc c'est vraiment une opportunité qui est assez exceptionnelle, et dès qu'on a proposé donc ce laboratoire d'écriture, on a évidemment saisi l'occasion de s'exprimer. Se développant dans l'ensemble des départements d'outre-mer, le mégaphone magique doit amener les jeunes vers l'écriture et l'expression orale. Dans le cadre un peu des Assises des Outre-mer, où on donne la parole aux ultramarins pour partager un peu leurs attentes, leurs envies, leurs aspirations, nous on a voulu, avec le soutien du ministère des Outre-mer, faire un projet où on donnerait aussi la parole à la jeunesse, parce que les jeunes ont le droit de participer aux Assises des Outre-mer également. Alors ça concerne un peu tous les élèves. Là aujourd'hui on était dans une école élémentaire, donc c'était du CP jusqu'au CM2. Mais le projet va aux jeunes adultes jusqu'à 25 ans. Donc voilà, l'idée c'est de faire participer la jeunesse dans son ensemble. Alors il y a 2 objectifs. L'un des objectifs de l'atelier c'est de participer au projet, mais c'est aussi de l'utiliser comme un prétexte pour faire écrire les enfants. Les enfants vont avoir à peu près 3 mois pour participer. Les personnes qui sont leurs enseignants au quotidien vont pouvoir utiliser le projet pour travailler les questions d'écriture. Ça c'est très important parce que c'est l'objet de notre association que de faire écrire les jeunes. Les textes retenus à l'issue de cet atelier d'écriture seront soumis à un jury d'ici 3 mois et les lauréats seront filmés en lisant leur composition à l'aide d'un mégaphone. Le but, il est à la fois pédagogique, travailler l'écriture, il est éducatif, mais il est aussi social, c'est-à-dire donner à voir à peu près un peu ce que c'est que la jeunesse aujourd'hui en Guyane, par exemple. Ici, on est à Trois-Palétuviers, les jeunes qui sont ici, ce sont les jeunes de Guyane, et on a envie de donner un coup de projecteur sur les différents jeunes qui habitent ici, leurs envies, leurs aspirations, ce qu'ils ont à nous dire quand on leur donne l'occasion de s'exprimer. Et c'est un objectif peut-être plus social du projet. Après avoir côtoyé les étoiles, ces jeunes du village de Trois-Palétuviers s'attaqueront aux lignes de leur cahier, laissant libre cours à leur imagination, une façon de libérer leurs pensées au fil de l'eau.
Les hommes, une pièce de théâtre jouée par 5 femmes avec le synopsis suivant. Alors qu'elles sont emprisonnées pour fait de résistance, des femmes séparées de leurs compagnons montent dans leur cellule une pièce de Camus. La pièce est à découvrir demain soir au théâtre Aimé Césaire et Johan Boulard a capté un extrait de ce qui vous sera proposé. Regardez. Il y a des nouvelles? Dis vite. Je suis montée au bureau au sujet des colis. Il y a des colis? Les colis sont arrivés? Ils seront distribués demain. Ne nous fais pas languir. Les nouvelles, Claire. Nous sommes libérés. Ne plaisantons pas. Charlotte Delbo, l'auteur, s'est vraiment attachée à rendre très humaines tous les personnages et à construire des personnages qui sont inspirés de personnages réels. C'est-à-dire que l'auteur a vécu l'enfermement et plus tard a vécu la déportation. Ce sont toutes des femmes résistantes qui ont existé. 19 soldats ont été tués. Oh, c'est formidable. Et les nôtres ont réussi à s'enfuir. C'est sérieux? D'où le sais-tu? Ah, pas de radio-prison. Cette fois, c'est dans leur journal. J'ai pas pu prendre le journal qui était sur la table, mais j'ai pu le lire. Ce genre de coup, c'est mon groupe. C'est très particulier d'avoir l'histoire de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale avec des femmes, centrées vraiment sur le point de vue des femmes. Et donc elles sont enfermées dans ce fort. Et de l'autre côté du fort, il y a les hommes, parfois leurs hommes, leurs maris et leurs frères, qui sont enfermés aussi, qui ont été emprisonnés. Et eux risquent d'être fusillés. Vous m'avez élu chef de camp quand le commandant a demandé quelqu'un qui fasse la liaison entre la commandanture et les détenus. Grâce à quoi je circule dans tout le fort. Je fais passer vos billets aux hommes et réciproquement. En contrepartie, je suis chargée de faire respecter la discipline. Culture toujours avec le retour du chanteur Francky Vincent. Il fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis le début de l'année. Premièrement, il a formé un duo de choc avec la chanteuse Evangélie en reprenant de ses anciens tubes « T'es chiant comme mec ». Et ensuite, ils ont annoncé vouloir reprendre les plus grands tubes de Johnny Hallyday en version zouk pour le plus grand désespoir des fans du rocker. Voyez ce reportage de Rebecca Riol et d'Éric Dupuis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mais quelle mouche a encore piqué Francky Vincent? Le chanteur guadeloupéen se met en scène sur Internet et enchaîne les apparitions pour faire la promotion de son nouveau projet. Il s'agit d'une émission de variété intitulée Star Soleil, présentée avec une autre chanteuse qui tente de revenir sous les feux des projecteurs, Evangélie. Un projet qui me tient à cœur. Je l'ai déposé à l'INPI, cette marque, et puis on va revisiter les chansons de la variété française et internationale. On va vraiment s'amuser. Ça peut être n'importe quel artiste qui n'est pas star aussi. Hein. C'est juste le fait de réinterpréter, revisiter la chanson d'une star. Donc tu te retrouves Star Soleil, quoi. Parce qu'il y a une rythmique soleil. Dans un premier temps, les internautes ont découvert la reprise d'une ancienne chanson de zouk composée par Francky Vincent dans les années 90. C'est chiant comme mec. Impossible de discuter. C'est chiant comme mec. Tu me donnes envie de déconner. C'est chiant comme mec. Les réactions n'ont pas tardé, mais c'est plutôt cette annonce qui a fait un tollé sur les réseaux sociaux. Eve et Francky préparent un titre, justement, une reprise de Johnny Hallyday qui va sortir très prochainement aussi. Ah, mais il n'y a que des exclus aujourd'hui. Mais version, justement, comme on sait que Johnny aimait les Antilles, puisqu'il se fait quand même enterrer à Saint-Barth, version, une fois de plus, Soleil. On va ensoleiller des titres comme Que je t'aime, comme Tennessee ou Je te promets. Francky Vincent s'exprime pour la première fois depuis ce buzz et répond à ses détracteurs. Louis Benaventura, c'est un chanteur colombien qui a réinterprété Ne me quitte pas de Jacques Brel en salsa. Super, tout le monde a trouvé ça extraordinaire. Donc aujourd'hui, réinterpréter 2 chansons de Johnny Hallyday dans un album, on lui rend hommage. À partir de là, je peux interpréter tout ce que je veux et revisiter toutes les chansons de la planète. Les attaques ne lui font pas peur et le chanteur compte bien aller au bout de son projet Star Soleil. J'ai 44 ans de carrière, je ne vais pas m'arrêter à des trucs enfantins ou bien des menaces à 2 balles, voilà quoi.
Malgré la pression des fans de Johnny, le duo Francky Vincent Evangélie continuera d'inonder les réseaux sociaux en attendant de trouver un diffuseur pour leur émission. ATV toujours plus proche de vous, place tout de suite à notre JT des communes. Direction le prêcheur qui est resté au cœur de l'actualité toute la semaine dernière. Si les commerçants ont pu tirer parti des coulées de boue qui attirent de nombreux curieux dans la commune, du côté des pêcheurs, c'est une toute autre histoire. Les lards qui vont dans la mer ont un impact sur leur activité. Hubert Bornil et Anaïs Gall se sont rendus sur place. Regardez. Très tôt le matin, les tractopelles sont en place afin de déblayer le lit de la rivière. De leur côté, les marins-pêcheurs disent souffrir, notamment ceux qui mettent des casiers ou des filets. En effet, cette extraordinaire coulée de boue vient poser quelques petits problèmes dans le Grand Bleu. Nous avons 2-3 casiers seulement à lever, nous avons essayé de lever pour voir si nous pouvons manger petit bon dedans, mais ça vient difficile. À dire vrai, le phénomène n'impacte heureusement pas toute la profession. Ici, au prêcheur, l'on recense à peu près une trentaine de marins enrôlés. La plupart du temps, ils vont pêcher sur les DCP. Ceux qui disent subir les effets des coulées de boue sont en fait ceux qui posent des nasses à proximité de la côte ou qui pratiquent la Seine. La Picatobi, quand même, la descend dans la mer. Et puis, comme une nasse, une très peu de nasse là, et puis, on prend très peu de poissons. À peine 10 kg de poissons, et puis, à sous 20 nasses. La rivière qui a descendu, qui a mené en l'eau sale, qui a mené bois dans la mer, nous peut pas être canon nous quoi, surtout. Et puis au niveau de la pêche là, comme de l'eau blanche, quand on pêche, nous pêcher, nous pas arriver pour poisson qu'on nous pas pour poisson d'habitude. Jean-Guy, pêcheur très connu dans la commune, a trouvé un moyen de contourner la difficulté en proposant à ses voyageurs de visiter les merveilleux sites qu'offre Dame Nature le long des anses du prêcheur. En 2010, on est resté pratiquement 3 mois. Et après, il y a eu les effets, parce que bon, quand la couche de boue se pose au fond, et c'est problème pour pêcheurs et aussi même ceux qui font de la plongée. Le problème existe bel et bien car il semble que la livraison de petits poissons a baissé ces derniers jours. Heureusement, le poisson pélagique permet encore aux marins pêcheurs de tenir le coup financièrement. En attendant, la grande attraction demeure la rivière et les gens viennent de très loin. Une chose est sûre, le phénomène est bien réel, mais au point de paralyser une profession tout entière, on en est encore loin, heureusement. Pour l'instant, ce que les préchotins veulent surtout, c'est que l'on vienne visiter la commune et puis, pourquoi pas, aller dans les bons restaurants. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking du centre commercial Génipa à Ducos. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kidman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Place au sport tout de suite avec le comité territorial de rugby de la Martinique qui reçoit en ce moment le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte. Une conférence de presse pour présenter les différentes manifestations sportives prévues dans le cadre de sa visite est en cours. Nous retrouvons d'ailleurs sur place tout de suite Alizé Lutran qui est en direct en compagnie de Bernard Laporte. Alizé, dites-nous tout. De cette courte réunion déjà ce soir et puis de cette visite de 3 jours, eh bien c'est tout simplement de favoriser la promotion du rugby en Martinique. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes un vivier de champions, notamment en football et en basket. Eh bien c'est ce qu'aimerait également faire la fédération pour le rugby en Martinique, mais pour cela, il faut des moyens. Je suis avec Bernard Laporte, qui est, je vous le rappelle, le président de la Fédération française de rugby. Monsieur Laporte, expliquez-nous tout d'abord, quel état des lieux allez-vous faire durant ces 3 jours ? D'abord, le but de notre visite, c'est de se rendre compte un petit peu qu'est-ce qu'il se passe effectivement en termes de développement de notre sport, donc le rugby. En Martinique, nous arrivons de Guyane, nous faisons tous les outre-mer. Et notre but, c'est d'aider et d'accompagner le comité qui travaille déjà très très bien, leur donner des moyens. C'est quoi ? D'abord du matériel. Nous avons offert un ballon pour 5 licenciés à tous les clubs et chaque année, nous offrirons des ballons parce que pour jouer, il faut des ballons, ça c'est clair. Et qu'ensuite, nous allons aider à former les éducateurs dans les clubs. Et pour cela, nous mettons en place, nous allons recruter 260 cadres techniques de clubs
dans toute la métropole et les Outre-mer. Et donc en fonction du bilan que nous ferons ici, nous dirons mais peut-être qu'il en faut un, peut-être qu'il n'en faut pas, parce qu'il y a déjà un cadre qui y travaille. Donc voilà, le but de notre démarche, c'est ça, c'est comment on peut aider les gens sur place à rendre notre sport encore plus connu, en pénétrant le milieu scolaire, en recrutant dans nos clubs. C'est le rôle de notre séjour aujourd'hui. Justement, je reviens sur les moyens financiers. Vous savez que nous avons 8 clubs ici, beaucoup manquent de moyens, surtout les plus petits. Qu'est-ce qui va être fait pour les aider concrètement ? Ouais, d'abord, nous, on n'est pas une banque et on n'investit pas dans les infrastructures. Je sais qu'il y a des problèmes d'infrastructures, mais nous, on n'investit pas on n'a pas les moyens, vous savez, d'investir dans les stades. C'est impossible. On a 1900 clubs à gérer. Nous, ce que l'on peut, c'est amener du matériel. Je vous disais, des ballons, des plots, des trucs, pour former. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est d'aller dans le milieu scolaire, je le dis, avec des formateurs. Donc il faut qu'on ait des cadres techniques qui forment ces gens-là qui vont y aller pour faire reconnaître notre sport, initier, recruter et amener dans nos clubs. C'est ça la démarche qui nous guide. Justement, vous irez voir les élèves demain et puis des éducateurs également, des entraîneurs. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Quel message vous ferez passer ? Je vais dire ce que j'ai dit ce soir aux jeunes, c'est que j'ai été voir un tournoi de jeunes de moins de 14 ans, moins de 12 ans et moins de 10 ans. C'était bien parce qu'il y en avait au moins 300, c'était super. Et je leur ai dit, vous êtes les premiers ambassadeurs de notre sport. Il faut qu'à l'école, vous vantiez le rugby et que vous disiez à vos copains, à vos copines, mais venez avec nous, venez jouer au rugby. Et moi, je leur dirais que c'est un sport qui dégage d'énormes valeurs et d'énormes vertus. Et que quand j'étais gamin, on me disait, le rugby, c'est l'école de la vie. Parce qu'on apprend à jouer avec les autres, on apprend à souffrir avec les autres. C'est un sport de combat collectif, le seul. Donc oui, moi je vais vanter bien sûr ce soir et durant 3 jours les valeurs et les vertus de notre sport. Comment est-ce que vous expliquez que le rugby aujourd'hui n'arrive pas à dépasser, à talonner le football par exemple chez nous ? Non mais je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de compétition, c'est pas ça, mais simplement... Il n'y a pas de compétition, mais il n'y a surtout pas de concurrence à avoir. Le football, c'est le sport planétaire. Tout le monde joue au football, moi-même j'ai joué au football, tout le monde joue au football. Pourquoi est-ce que le rugby a moins sa place ? Ouais, parce que c'est un sport particulier, d'abord qui ne se joue pas dans tous les pays. Ça, c'est un petit peu ce qui freine. C'est un sport atypique. Mais le football restera le football. C'est le sport planétaire. Il ne faut pas se comparer au football. Moi, je pense que nous sommes comparables avec le hand, par exemple. Et je sais que le handball a fait d'énormes choses dans le milieu scolaire pour se développer, notamment en France où ils ont réussi. Et ils sont d'ailleurs la meilleure équipe du monde depuis un certain temps. C'est plutôt eux qu'il faut regarder. Quel enjeu, justement, le développement de la discipline en Martinique et dans les territoires des Outre-mer représente ? L'enjeu, c'est qu'il y a du potentiel. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes une terre de champions. La Guyane est une terre de champions. La Guadeloupe est une terre de champions. On le sait. Mais sauf qu'effectivement, il y en a peu qui vont vers le rugby parce qu'on a souvent délaissé le rugby. Et c'est à la fédération, justement, là où il y a une terre de champions, de développer, de mettre des moyens humains et en matériel pour initier, apprendre. Et encore une fois, le potentiel existe. Merci à vous, Bernard Laporte. Je vous le disais donc, la visite durera 3 jours. La délégation s'envolera ensuite pour la Guadeloupe. Merci à vous, Alizé Lutran, pour cette intervention en direct dans notre journal et nous reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions sur cette visite de Bernard Laporte chez nous. Et c'est la fin de notre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. Et à tout de suite.